Bonjour, bienvenue dans ce numéro 21 de Mahogany, le magazine du bien vieillir en Martinique. Nous abordons depuis 2 ou 3 semaines déjà le thème du maintien à domicile des personnes âgées. Alors, après avoir vu comment être aidé à domicile, après avoir vu comment aménager son environnement pour rendre plus accessible son domicile, nous envisageons aujourd'hui le thème des soins à domicile, être soigné à domicile et rester donc à domicile, quel que soit l'âge et quelle que soit sa pathologie. Pour envisager ce thème, nous avons avec nous 2 invités. Madame Marie-Claude Babin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de l'HAD, les 3S. Oui, c'est l'HAD Martinique, les 3S. Oui. Martinique, les 3S. Nous verrons et nous développerons le sigle pour savoir à quoi nous attendre. Et également notre compagnie, Madame Claire Toussaint. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc, qui est coordinatrice du SIAD de la Croix-Rouge. Nous verrons également dans le cours de cette émission ce qu'est un SIAD et à quoi ça sert, en quoi ils peuvent vous aider. Très bien, donc vous avez compris, nous parlons aujourd'hui essentiellement de tous ces professionnels et aidants qui gravitent autour des personnes âgées et en l'occurrence des personnes âgées dans le cadre du maintien à domicile. Un petit jingle, nous nous retrouvons dans 30 secondes. Alors, Madame Toussaint, bonjour. Donc, Bonjour. vous êtes coordinatrice du SIAD de la Croix-Rouge. De la Croix-Rouge française. De la Croix-Rouge française. Alors, en préparant l'émission, j'étais un petit peu surprise justement d'apprendre que la Croix-Rouge avait un SIAD, dans la mesure où on connaît surtout la Croix-Rouge pour ses actions humanitaires. C'est vrai. Effectivement, de par tout ce panel d'actions sociales, la Croix-Rouge a créé depuis 1982, octobre 1982, ça fait plus de 30 ans, un SIAD, un service de soins à domicile pour les personnes âgées. Et la Croix-Rouge nous propose en fait des prestations complémentaires de par ça, c'est-à-dire de l'aide et des soins à domicile pour les personnes qui sont amoindries, qui sont fatiguées, voilà, perte d'autonomie, où l'handicap se fait sentir. Très bien. Alors, juste, on va revenir. Le SIAD, donc vous avez dit, service de soins infirmiers à domicile. Alors, quelle est la différence entre un SIAD et une infirmière ou un infirmier libéral? Alors, c'est toute une équipe pluridisciplinaire. Au SIAD, nous avons pour 54 bénéficiaires, je dirais. 54 bénéficiaires, nous avons des infirmiers, nous avons 3 infirmiers, nous avons 12 aides-soignantes. Donc c'est toute une équipe que je coordonne de façon à maintenir au domicile des personnes pour qu'ils vivent plus longtemps chez eux. Et de façon dans une dignité correcte. Alors, qui dit soins infirmiers, dit petite pathologie ou traitement, mais le SIAD n'intervient pas simplement sur l'aspect soins. Sur l'aspect soins, non. Il y a les soins d'hygiène. Les soins d'hygiène. Les soins d'hygiène sont gérés par des aides-soignantes. Alors, lorsqu'on parle de soins d'hygiène, bon, c'est vrai qu'on peut constater, quand on a dans son entourage des personnes âgées, que les gestes de la vie quotidienne deviennent peut-être un peu difficiles, qu'au niveau des soins d'hygiène, la douche, le bain, la toilette simplement, on a peut-être un petit peu plus de difficultés à les accomplir. Donc vous pouvez apporter une réponse. Voilà, nous pouvons les aider en fait, tout en maintenant une autonomie. Nous pouvons les aider à rester propres, donc la douche, le bain s'il le faut, voilà. Tous les soins d'hygiène. Tous les soins d'hygiène. Donc c'est un aspect de, comment dirais-je, de l'action de personnel soignant, puisque vous avez parlé d'aides-soignants, donc qui
dépasse le simple soin ou l'administration de traitements. Et donc, vous aidez les personnes en perte un petit peu de mobilité dans les soins quotidiens de l'hygiène. Tout à fait, à se retrouver. Et de par ça, nous avons en plus au SIAD un service, je dirais ESA, c'est une équipe spécifique Alzheimer, qui aide avec une ergothérapeute et 2 ASG. Alors, ASG, c'est-à-dire les assistants de soins en gérontologie. D'accord. Alors, c'est un personnel qui, justement, pour conserver l'autonomie, ils actionnent des activités à domicile pour répondre un petit peu à une autonomie convenable, mais ça c'est pour faire des stimulations cognitives et toute une réhabilitation à la maison. D'accord, très bien. Pour pouvoir aider tous ceux qui les entourent, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour accéder à vos services, au service du SIAD, pour les personnes âgées? Via le médecin traitant, le médecin hospitalier, le médecin traitant, ou quelquefois la perte de dépendance. Quand on constate, voilà, les gens peuvent nous appeler directement. Il faut avoir plus de 60 ans, c'est vrai. Plus de 60 ans, donc c'est un critère. Avec un critère, mais ceux qui sont moins de 60 ans, ils ont une pathologie chronique. Donc il faut qu'il y ait une pathologie chronique déclarée. D'accord, très bien. Donc à partir de 60 ans, on peut faire appel à vos services pour l'aide aux soins d'hygiène dans la vie quotidienne. Et en dessous de 60 ans, on peut faire appel à vos services au cas où il y a une pathologie invalidante, enfin où on a besoin de l'assistance d'une personne pour les soins de la vie quotidienne. Alors, est-ce que, comment dirais-je, on peut s'adresser directement à vous? Vous avez parlé de médecin traitant. Tout à fait. En quoi l'intervention du médecin traitant est-elle importante? C'est le médecin c'est par rapport à une prescription médicale. D'accord, donc vous n'intervenez que sur prescription médicale. Que sur prescription. Nous pouvons avoir individuellement des familles qui viennent nous voir, mais nous contactons le médecin traitant. C'est dans l'interrogation, on demande tout de suite qui est le médecin, soit le médecin traitant ou le médecin hospitalier, voilà. D'accord, très bien. Donc alors, pour nos téléspectateurs, s'ils souhaitent pour eux-mêmes ou pour un membre de leur famille, un père ou une mère, donc on peut vous appeler. Nous allons voir les coordonnées du SIAD de la Croix-Rouge qui vont s'incruster à l'écran, sur l'écran. Donc ils peuvent soit vous voir, soit directement auprès de leur médecin traitant. Expliquer leurs besoins et recevoir le conseil ou enfin la prescription qui leur permettra donc de s'adresser à vous, au SIAD de la Croix-Rouge ou à un autre SIAD, puisque vous n'êtes pas le seul SIAD. Je crois qu'il y a un peu plus d'une dizaine. Il y a plus d'une dizaine, oui. Plus d'une dizaine sur Martinique. Sur la Martinique. Et donc pouvoir recevoir l'assistance d'une infirmière. Alors là, l'intérêt de passer par le médecin traitant, c'est bien entendu la prise en charge financière de cette assistance. Tout à fait, prise en charge par la sécurité sociale à 100%. D'accord, très bien. Et donc, est-ce que c'est un service à la carte ou est-ce que est-ce que c'est tous les jours, est-ce que c'est au quotidien? Alors ça se passe comment? Dès qu'on a le premier contact, la première demande de soins, alors je fais une évaluation à domicile de façon à élaborer un peu tous les besoins de la personne âgée. Donc j'évalue ses besoins et ses attentes. Et à travers ça, selon nos disponibilités, notre personnel, nos équipes, j'établis un plan de soins de façon à mettre en place tout ce projet de soins. Et ça dépend, c'est du cas par cas, ça dépend de la régularité. Si c'est tous les jours, si c'est 1 fois ou 2 fois par jour, ou quelquefois on a des aides pour seulement stimuler, donc ça revient à 1 ou 2 fois par semaine. D'accord. Plus 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, souvent. D'accord, donc on voit bien, donc la personne et la famille sont associées à la détermination des besoins de la personne. Donc il ne s'agit pas d'imposer, mais bien au contraire. Tout à fait. Très bien. Et donc, alors, à côté de cette assistance au geste de la vie quotidienne, à l'hygiène, il y a également la surveillance des traitements, de la prise des traitements, donc un aspect peut-être un peu plus médical.
qui est bon, le rôle des professionnels de soins. Alors, au niveau des traitements, nous travaillons en partenariat avec une officine extérieure. Donc, nous faisons préparer en pilulier sécurisé des traitements pour les patients de façon à mieux suivre l'observance des médicaments. Et donc ça, c'est chargé par l'infirmière. C'est l'infirmière qui s'en charge. Voilà. D'accord, donc il y a une surveillance stricte des traitements. À travers l'ordonnance, les surveillances et voilà, on suit. Il y a un suivi très proche. Il y a un suivi très proche. Donc en toute sécurité, effectivement, puisque bon, on constate avec l'âge, effectivement, peut-être des oublis de médicaments ou alors une surmédicamentation. Enfin, vraiment, on prend trop de médicaments, on a tendance à mélanger ou à associer des médicaments. Donc, effectivement, l'un de vos rôles, des rôles des intervenants, c'est également de surveiller la prise. D'où l'utilité du pilulier sécurisé. On voit, c'est qui est une boîte avec par semaine, par jour, dans la semaine, avec des segments où on dispose les. On voit tout de suite si l'observance est là ou pas. C'est-à-dire que on peut suivre. S'il y a 3 prises de médicaments à prendre, par exemple, de pilules, il y a des cases pour chacune des matin, prises, midi, soir, avec les différents jours. Voilà, avec les différents jours. Donc, il y a une surveillance. Tout à fait. D'accord, très bien. C'est important. Alors, le SIAD, comment êtes-vous organisé? Donc, vous avez parlé tout à l'heure d'un certain nombre d'infirmières, d'aides-soignants. Il y a d'autres personnes qui interviennent dans l'équipe? Alors, dans l'équipe, à part l'ESA, je ne parle pas encore de l'ESA, c'est l'équipe de soins pour les Alzheimer. Oui, qui est intégré au SIAD. Qui est intégré au SIAD. Ce sont des aides-soignants qui ont fait une formation complémentaire pour faire les stimulations cognitives aux personnes de la maladie d'Alzheimer. Les stimulations, c'est via des activités. Des activités de façon à conserver le maximum de cognitifs résiduels pour ramener un petit peu à une autonomie le plus possible. Voilà. Donc au SIAD, nous intervenons comment? Tous les jours, il y a une transmission au bureau, dans nos locaux. Et nous avons 7 tournées différentes d'aides-soignantes et 2 tournées d'infirmières. Voilà, les tournées à domicile, elles ont chacune leur fiche de mission. Et on intervient, voilà, on fait selon les projets de soins, selon les fiches de mission. Alors comment se constitue-t-on, comment est constitué un SIAD? Est-ce que c'est la réunion de plusieurs infirmiers ou infirmières libéraux On intervient. Est-ce qu'il y a des salariés? Pour l'instant, nous travaillons qu'avec les salariés. Nous avons 3 salariés pour l'instant. On a fait appel à des infirmières libérales, oui. Mais pour l'instant, nous avons 3 salariés en infirmière et avec nos 12 aides-soignantes. Ouais. D'accord. Vous intervenez sur toute la Martinique? Sur quel territoire? Nous avons un champ d'activité. Le champ d'activité, c'est Fort-de-France et Schœlcher. D'accord. C'est bien limité, oui. D'accord, très bien. Et vous êtes, quelles sont les institutions ou les organismes de contrôle qui contrôlent votre activité? Est-ce qu'il existe un contrôle? Nous avons l'ARS, bien sûr. L'Agence régionale d'hospitalisation, qui donc contrôle votre activité. Nous avons un bilan d'activité qui est remis, comme tout autre. Donc c'est l'ARS, notre. D'accord, qui chapeaute un petit peu et contrôle vos activités. Est-ce que donc vous existez depuis une trentaine d'années, c'est ce que vous nous avez dit, une longue existence déjà pour un organisme de ce type. Est-ce que vous constatez une évolution dans la demande des personnes qui vous saisissent? Une évolution dans la demande. Nous constatons que nous avons de plus en plus de personnes diabétiques, nous avons de plus en plus de personnes dépendantes. Les dépendances sont de plus en plus grandes. Et ça nous oblige à ramener un peu
le personnel, hein, ramener le personnel, augmenter en fait les temps pleins, les ETP, je dis. Hein. Augmenter le personnel en temps de travail, donc nous avons une charge énorme. Nous avons un GMP, c'est-à-dire un GIR moyen pondéré. Le GIR, c'est la grille qui évalue le niveau de dépendance. Nous sommes à 780, donc c'est très élevé quand même. Donc des personnes très dépendantes. Très dépendantes, tout à fait. Est-ce que vous avez une sensibilisation, une action de sensibilisation? À Mahogany, nous avons traité notamment des problèmes de maltraitance ou de bientraitance, de prise en compte des gestes qui peuvent être perçus comme maltraitants, même à l'insu de la personne qui les délivre. Avez-vous une action de sensibilisation sur ce type de problème? Nous avons des formations qui sont qui sont en cours. Sur la bientraitance de la personne âgée à domicile. C'est vrai. Oui, puisqu'on voit effectivement, vous avez parlé d'augmentation des phénomènes de dépendance. Nous sommes inscrits, en plus nous sommes inscrits dans la démarche qualité. Donc cette démarche qualité nous oblige à mettre en place tout un calendrier de formation selon le personnel et selon les besoins. Donc la bientraitance, c'est la principale formation qui est dispensée dans le cadre de vos activités. Alors, combien de personnes vous occupez-vous? Alors, nous avons 54 personnes âgées à domicile à s'occuper. D'accord. Alors, le nombre de personnes dont vous pouvez vous occuper est déterminé en fonction de quels critères? Alors, on regarde sa dépendance, si c'est lourd ou pas. Donc une aide-soignante peut nous faire 7 personnes en matinée. 7 personnes quand même. Quand même. On commence à 6 h du matin. Et donc on essaye de faire de mélanger quand même, pas tout. Il y a quand même au moins 3 couchers, 3 grabataires pour des toilettes simples. On essaye de pallier un peu parce que oui, il faut protéger quand même nos... Oui, bien sûr, mais on suppose que même pour des soins quotidiens de toilette, lorsqu'on est face à quelqu'un qui a un degré de dépendance important, on voit bien que c'est quand même ça demande du temps, ça demande de la patience, et donc on pense que le personnel est lui-même soumis à rude épreuve parfois. C'est vrai. Donc vous prévoyez d'augmenter, le nombre de places a augmenté au fil du temps, vous prévoyez de développer vos services. On sait que la population de la Martinique, à l'instar de la population nationale, voire mondiale, vieillit. Nous connaissons en Martinique un vieillissement même accéléré. Donc est-ce que vous prévoyez de mettre en place des dispositifs pour vous permettre, vous, de vous adapter à une éventuelle accélération de la demande? Oui, déjà il y a une demande d'extension qui est prévue. Alors la demande d'extension, nous sommes en pleine restructuration au niveau du personnel. Donc là, nous sommes avec le directeur. Nous sommes en train de revoir un peu au niveau du temps à faire chez les personnes, du temps de salariés plutôt. Revoir un petit peu tout le dispositif en ETP. Ouais. D'accord. C'est prévu ça, oui. Vous avez des places disponibles en ce moment au CIAD de la Croix-Rouge? Non, d'accord. J'ai peut-être une place encore. Je peux prendre encore 2 jusqu'à 2 en plus, mais voilà. D'accord, très bien. Bon, pour nos téléspectateurs qui sont intéressés. Mais la liste d'attente, ça traîne pas. Ça va, c'est vite géré. Oui, on imagine bien. Donc pour les téléspectateurs qui souhaitent avoir des informations, tout à fait. En tout cas, ils pourront le faire. Donc les coordonnées du CIAD de la Croix-Rouge s'afficheront sur leur écran. Je précise bien entendu qu'il y a d'autres CIAD sur la Martinique. Alors soit si vous avez des informations à demander, vous vous rapprochez des services de l'ARS
l'agence régionale d'hospitalisation qui pourra vous donner la liste des SIAD auxquels vous pouvez vous rattacher, soit vous appelez celui de la Croix-Rouge par exemple, ou vous regardez sur un annuaire, je pense que c'est tout à fait référencé. Alors à côté de cette prise en charge de la vie quotidienne, des soins d'hygiène et des soins courants, auxquels on fait appel à une infirmière ou un infirmier libéral pour des traitements prescrits par un médecin traitant. Post-hospitalisation, post-intervention ou pathologie, petite pathologie entre guillemets. Convalescence, suivi de maladies chroniques par exemple comme le diabète. Il y a les grosses pathologies qui nécessitent l'intervention de médecins, de professionnels ayant une technicité confirmée de haut niveau. Alors, hormis l'hospitalisation dans un cadre très traditionnel et très classique, dans un établissement de soins, vous pouvez faire également appel, dans le cadre du maintien à domicile, à l'hospitalisation à domicile, l'HAD. Alors, Madame Babin, nous revenons vers vous. Est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots ce qu'est l'HAD? Alors l'HAD en quelques mots veut dire H, hospitalisation ou hôpital, A et domicile pour le D. Donc l'établissement, la Martinique est dotée d'un établissement d'hospitalisation à domicile depuis 2006. Et depuis 2006, la Martinique compte un hôpital de plus. Et cet hôpital de plus, le petit dernier, c'est cet hôpital original qui n'a pas de mur, qui est sans hébergement et qui permet aux patients, quelle que soit leur adresse, quelle que soit leur pathologie, quel que soit leur âge, d'être hospitalisés dans leur maison pendant une période bien définie, qui peut être définie déjà à l'entrée quand il s'agit d'une prise en charge en soins ponctuels, par exemple une femme enceinte qui a une grossesse pathologique et qui préfère être hospitalisée à la maison, ou un nouveau-né qui revient de couveuse et qui a besoin d'être accompagné avec une puéricultrice, avec la sage-femme, la psychologue. Et puis ça peut être des pathologies invalidantes, des pathologies lourdes, des cancers, des maladies neurologiques, des suites d'accidents vasculaires cérébraux, des suites d'accidents de la voie publique qui laissent des séquelles énormes, des handicaps énormes avec des complications, des trachéotomies, des mises sous machine pour la ventilation assistée, des choses comme ça. Et donc, cette hospitalisation permet aux patients d'obtenir tout cela, le matériel, les équipes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tel que c'est défini dans le Code de la santé publique et tel que c'est défini aussi dans les recommandations de la Haute Autorité de santé par rapport donc, à la prise en charge d'un patient en milieu hospitalier, que cet hôpital soit à domicile ou fermé. Voilà. Donc vous êtes vraiment un hôpital. Ce qui veut dire que si l'HAD Martinique, les 3S n'existait pas, les patients que nous avons actuellement, ils seraient encore dans les hôpitaux traditionnels. Alors lorsque nous avons ouvert, les premiers patients que nous avons eus, ils étaient hospitalisés depuis minimum 8 mois. Et on n'arrivait pas à les faire repartir chez eux parce qu'ils étaient beaucoup trop lourds pour qu'un SIAD, par exemple, les prenne en charge ou qu'une infirmière libérale, combien même ce cabinet libéral soit un cabinet de groupe, puisse le prendre en charge puisque nos patients nécessitent la plupart du temps et presque toujours de soins programmés, y compris la nuit, avec des interventions de nuit, en urgence et tout. Donc c'est un établissement très complexe qui nécessite un grand professionnalisme, beaucoup d'expertise, beaucoup de prévisionnel dans nos actions et une grande compréhension donc, des professionnels qui travaillent avec nous, les professionnels externes à l'établissement, je parle, que nous intégrons dans notre établissement, puisque notre établissement c'est un établissement mixte qui est composé de professionnels salariés et nous faisons appel par le biais de conventions à des professionnels libéraux. On peut avoir des infirmiers, des kinés, des sages-femmes, des orthophonistes, j'en passe, c'est des meilleurs. D'accord, donc voilà. En fait c'est
en quelque sorte l'hôpital du 21e siècle avec possibilité d'adapter aux différentes pathologies des patients que vous traitez. Alors, vous nous avez gracieusement prêté, très gentiment prêté un petit film, une petite vidéo qui nous explique le cas concret d'une personne ayant eu recours à l'hospitalisation à domicile. Donc nous le regardons, nous nous retrouvons après le film pour en discuter. Les téléspectateurs qui souhaiteraient poser des questions, je vous le précise, peuvent appeler le standard de Zouk. Nous indiquerons les coordonnées, le numéro de téléphone pour poser des questions à Madame Babin ou à Madame Toussaint. Nous regardons pour le moment cette petite vidéo. Bonjour, ça va? T'as passé une bonne nuit? Oui. T'as pas eu trop froid? Non. Ça a été? Ça a été. Dans une semaine, tu sors, Tu seras à la maison dans une semaine. Ma mère est arrivée aux urgences depuis 3 mois, donc pour une infection urinaire qui s'est déclarée être une infection sanguine. C'était très grave. Je pensais malheureusement que c'était la fin de l'histoire. Elle a été prise en charge d'une façon radicale et extraordinaire par le personnel hospitalier du CHU. Ensuite, il s'est avéré qu'elle a eu un petit escarre. Le chirurgien donc m'en a informé et en dessous de cet escarre, il y avait donc une grosse poche de pus. Ce qui nécessite donc une hospitalisation donc un peu plus longue, avec un appareil constamment branché pour drainer donc les porosités donc du corps. 24 heures sur 24. L'HAD chez cette personne est nécessaire compte tenu de la lourdeur des soins actuels. C'est-à-dire qu'il y a encore besoin de soins techniques pour la prise en charge de l'escarre et des soins de nursing réguliers et répétés associés à une rééducation dans l'environnement de la personne. Le médecin traitant ayant donné son accord à l'HAD, l'infirmière et le médecin de l'équipe de coordination vont expliquer maintenant les étapes de la prise en charge. On va revoir avec notre infirmière de coordination comment on peut organiser au mieux le retour à la maison. D'accord. D'accord. Nous, ce qu'on avait prévu, et en fonction des médecins d'ici, c'est qu'il y ait 2 passages par jour d'une infirmière pour faire son insuline, pour adapter son insuline, pour faire le pansement VAC, qui est fait normalement tous les 3 jours à peu près. Et avec une évaluation clinique des infirmières également tous les jours. La kiné donc passerait donc tous les jours ou quelle serait la fréquence? Ça dépend de la prescription du médecin. D'accord. Voilà, si c'est 2 fois par semaine ou 2 fois ou 4 fois par semaine, ça dépend. L'HAD est vraiment dans la continuité hospitalière avec une structure sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour permettre ces retours un peu délicats avec des personnes âgées, dépendantes, fragiles, malades et instables. Autre moment fort qui prépare le retour à domicile, la réunion de l'ensemble de l'équipe. Infirmières, kinésithérapeutes, cadres de santé, ergothérapeutes et médecins. Tout est passé au crible compte tenu des soins nécessaires. L'insuline, la cicatrisation de l'escarre, la rééducation, le nursing, mais pas seulement. Les aides-soignants m'ont expliqué qu'elle mange seule, mais que elle a tendance à faire des fausses routes. Donc ça nécessite une alimentation mixée. En synthèse, nous avons un passage infirmier pour effectuer le pansement complexe VAC avec un système VAX tous les 2 ou 3 jours en fonction des prescriptions. Également une toilette 1 fois par jour et bien sûr des séances de kinésithérapie tous les jours au domicile. Madame Beauclé va aller donc au domicile cet après-midi pour évaluer la situation, pour voir le positionnement notamment du lit médicalisé. Donc la fameuse chambre donc de ma mère. Vous pouvez. Mais ce n'est pas dans cette pièce, jugée trop petite par l'ergothérapeute, qu'on installera le lit médicalisé et les appareils de soins, mais dans le salon. Hôpital, parce que ce sont ce que l'on attache comme qualité à l'hôpital en termes de technicité, en termes de qualité, en termes de sécurité. Nous faisons des soins hospitaliers tels qu'ils pourraient être faits dans un établissement avec hébergement. Et puis maison, parce que notre immense chance, et c'est notre valeur ajoutée, et c'est pour cela que les familles et les patients ont tellement envie que l'hospitalisation à domicile se développe, c'est parce que nous sommes en situation de pouvoir donner cette qualité, cette sécurité des soins chez eux, dans leur environnement. Là
où ils ont reconquis, c'est leur territoire, leur maison. Ils ne sont pas dans un établissement où le côté un peu moins humain n'apparaît. Ils sont chez eux, maîtres dans leur territoire, et quelque part, permettez-moi de le dire, complètement dans la ligne de ce qui a fait que nous avons, au début des années 2000, eu une loi sur le droit des patients. C'est leur droit, c'est chez eux. Et je crois que, précisément, l'hospitalisation à domicile, si elle est bien positionnée, si son périmètre est bien respecté, est une immense chance pour les patients de ce pays. 7h30. Tout le monde se prépare dans ce pavillon du nord de Paris. Juste à côté de la cuisine, au rez-de-chaussée, Sandrine, 43 ans, tétraplégique à la suite d'un accident, est hospitalisée chez elle depuis 5 semaines. Ça va? Ouais. Le fait d'avoir l'hôpital à la maison m'apporte énormément de choses. C'est d'être auprès de sa famille, tout en ayant les soins. Être encadrée de mon mari et de mes 3 enfants. J'ai le sentiment d'être aussi bien soignée qu'à l'hôpital, voire mieux, dans le sens où j'ai l'infirmière très présente auprès de moi, qui peut prendre le temps de m'écouter, qui peut prendre le temps de me conseiller. Juste après le départ des enfants et de son mari, Sandrine va recevoir une série de soins. À côté de l'auxiliaire de vie, l'aide-soignante et l'infirmière vont se succéder tout au long de la journée. Alimentation entérale, hydratation, kinésithérapie et médicaments. Une trentaine par jour à bien écraser et à absorber par sonde. Ça va, pas de comprimés. Elle ne peut pas avaler, elle a beaucoup de problèmes de déglutition, de salivation, donc ce serait compliqué. Les médicaments sont assez de grosse taille, donc il faut vraiment que ça passe directement dans l'estomac, que ce soit bien écrasé. Okay. C'est la toilette, on en a à peu près pour une vingtaine de minutes. Nous avons un rôle fondamental en tant qu'infirmière, tout à fait, parce que nous collaborons avec les différents partenaires et nous faisons le lien avec les kinésithérapeutes, les infirmières libérales, les médecins traitants, les laboratoires. Nous mettons tout le monde en relation de façon à optimiser la prise en charge de Sandrine. Maintenant, nous essayons d'être le plus discret possible dans nos interventions de façon à ce qu'elle puisse retrouver un équilibre familial. Et la journée continue. Il est midi, cette fois c'est au tour d'une infirmière libérale intégrée dans l'équipe HAD de préparer les médicaments. Je repasse à 14h pour rincer l'alimentation et ensuite on repasse à 19h30, 20h et ensuite c'est terminé, les soins sont terminés. Et elle peut dormir. L'ensemble des missions des soignants est suivi de près, ici au siège de l'établissement d'HAD. Objectif, anticiper les besoins, coordonner les différents intervenants et maintenir un service de qualité pour Sandrine. Un bon exemple de coordination complexe, tant en interne dans l'HAD qu'avec des intervenants extérieurs, parce qu'on a quand même des auxiliaires de vie d'une association qui viennent, on a des infirmières libérales, et puis on a un kiné libéral qui est une partie quand même importante dans la prise en charge de Madame Abitbol. Bien, retour sur le plateau après cette vidéo de présentation de l'HAD, très complète. Hein, donc nous avons, c'est un petit peu long, mais nous avons pu voir l'étendue de l'activité et des missions de l'HAD. Donc on a vu d'ailleurs une personne avec une pathologie très lourde. Vous suivez ce type de patient au niveau local? Nous suivons même des patients plus lourds que ça au niveau local. Et ce qui a été présenté dans le film, ce n'est qu'un petit échantillon de ce qu'une HAD peut voir en une journée, sachant qu'il n'y a pas de limite dans la prise en charge d'un patient. La seule limite, c'est que ce patient soit suffisamment stable pour que sa vie ne soit pas mise en danger.
Donc, à partir du moment où le patient est stabilisé, que les diagnostics sont bien posés, que les ordonnances sont bien posées, que les protocoles sont bien établis, que le médecin traitant qui est en HAD devient le médecin hospitalier, parce que c'est lui qui, selon les textes de loi, doit continuer à visiter son patient, faire ses prescriptions en lien avec le médecin coordonnateur de l'HAD, qui est le garant de la qualité, de la sécurité, de la continuité des soins. Lui, par contre, la loi prévoit qu'il ne prescrit pas, qu'il ne soigne pas, qu'il ne se substitue pas au médecin traitant, sauf dans des cas exceptionnels d'urgence. Dès lors que tout cela est bien compris par l'ensemble des acteurs et par la famille, par les patients, c'est une merveille. Maintenant, il suffit qu'il y ait une personne, un acteur de soins ou de la famille qui n'est pas tout à fait compris et qui se braque, eh bien, patatras. Ça peut, effectivement. Oui, et c'est pour ça que nous avons à l'intérieur de l'HAD, non seulement l'HAD de Martinique est composé de 4 départements, donc nous avons le département administratif avec différents pôles, et le plus important, c'est le département médico-psychosocial qui, là, a un pôle médical avec des médecins coordonnateurs qui sont au nombre de 3. Nous avons un pôle paramédical avec une directrice des soins qui est assistée de cadres de santé, d'infirmiers coordonnateurs, d'infirmiers de soins basiques, je dirais entre comme guillemets. Dans un hôpital, voilà, avec des infirmiers oui. des infirmières puéricultrices, des infirmiers anesthésistes. Enfin, on a tout plein de spécialités pour faire face à cette spécificité. Et un secrétariat médical qui s'étend de 6h du matin à 21h, un service social avec des assistantes sociales, des conseillères en économie sociale et familiale et des psychologues qui sont attachés à l'établissement, de telle sorte que les familles qui sont sous ce poids-là de pathologie, des fois qui les a touchées depuis plusieurs années, puissent être accompagnées, les professionnels qui travaillent aussi autour aussi, pour que la maladie ne devienne plus une punition, mais un état de fait avec lequel on doit continuer à vivre et on doit démystifier un certain nombre de choses de telle sorte que la vie continue avec cette pathologie-là. Alors très bien, donc on a bien compris que c'était une organisation quasiment au cordeau pour que ça marche effectivement. Il y a une multitude d'intervenants qui soient rattachés à l'établissement HAD ou que ce soit des professionnels auxquels vous faites appel en dehors. Alors je voudrais juste revenir sur l'aspect médecin traitant, c'est-à-dire que le patient, le malade, conserve son médecin traitant. Voilà. Donc, qui s'insère au sein de cette organisation. Sûr. Donc, quand un patient rentre en HAD, il peut... Alors, avant comment rentrer en HAD, justement? Donc, nous avons plusieurs façons. Donc, le plus souvent, ce sont des patients qui sont hospitalisés dans un hôpital traditionnel, quel qu'il soit, ou une clinique. Et nous recevons une demande d'HAD, un dossier médical qui arrive avec la présentation du patient. Il faut que le patient fasse la demande auprès de l'établissement où il est hospitalisé. C'est fait spontanément en général par les services qui orientent les patients en fonction de leur profil vers la structure d'aval de leur choix dans l'intérêt du patient. Donc, ça peut être l'HAD, ça peut être un hôpital périphérique, ça peut être un SIAD, ça peut être un EHPAD, tout dépend de l'état du patient et de ses besoins. Et vous avez aussi des patients qui sont admis depuis le domicile par le médecin traitant, par SOS médecin ou par le SAMU qui est appelé au chevet d'un patient. Et il constate que le patient aura plus à gagner en étant hospitalisé à son domicile. Donc à ce moment-là, ils font appel à nous directement et on intervient tout de suite. D'accord, donc on n'est pas obligé de passer par la case hospitalière avant de pas rentrer forcément. Dans le cadre de Et la demande peut aussi venir du patient lui-même qui appelle. Peut demander. Oui, la famille aussi. Voilà. Ou un professionnel, un SIAD. Nous avons des SIAD qui, lorsqu'ils ont des patients qui sont trop lourds, nous appellent pour nous transférer leurs patients en HAD. D'accord, pour passer le relais. Voilà. Et quand le patient va mieux, eh bien, il repasse en SIAD. D'accord. Et inversement. Donc il y a des partenariats, des échanges qui se font. C'est courant. Vous avez des patients comme ça m'est arrivé 3 fois depuis 2 ans. Oui. Voilà. Donc c'est quelqu'un que nous ne pouvions pas prendre en charge vu la lourdeur, parce que ça nécessitait des surveillances de nuit aussi, des passages de nuit, puisque notre personnel est du matin après-midi. Après, il n'y a pas d'équipe de nuit. Donc il n'y a pas de surveillance.
Donc pour les alimentations entérales, c'est assez particulier. Il faut quand même... alimentation entérale, est-ce que vous pouvez préciser de quoi il s'agit? C'est une alimentation par une sonde, gastrique. D'accord, donc c'est... Nasogastrique ou gastrostomie. D'accord, donc une alimentation autre par artificielle. Voilà. Donc effectivement, où vous ne pouvez pas intervenir, il faut vraiment un environnement hospitalier. Que l'HAD offre. Donc effectivement, il y a des passerelles et des partenariats qui s'établissent. Nous avons des patients handicapés aussi qui rentrent en HAD après un long séjour, des fois des années au Carbet, et que nous gardons assez longtemps quand même. Et bien, quand ils sont stables, eh bien, on demande au SIAD de bien vouloir les prendre en charge dans la mesure de leurs possibilités, de place surtout. Voilà, alors, je crois que nous avons une question, un téléspectateur qui souhaite poser une question. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, vous souhaitez poser une question? Oui. Nous vous écoutons. Donc, j'ai pris l'émission en cours. Oui. Et je voudrais savoir ce que ça veut dire SIAD, s'il vous plaît. Alors, le SIAD, je laisse Madame Toussaint vous répondre. Le SIAD, j'écoute. Oui, merci, au revoir. Alors, le SIAD, c'est le service de soins infirmiers à domicile. Alors, le SIAD, c'est une panel de soins que nous offrons aux personnes âgées, nous disons aux personnes accompagnées, puisque c'est un accompagnement que nous faisons au domicile des gens. Donc, ça comprend des infirmières, des aides-soignantes, qui sont en équipe pour le mieux pour les personnes à domicile. Et donc qui permettent, qui intervient en termes de soins d'hygiène, d'aide à la toilette, des personnes qui... et des soins techniques. Et des soins techniques. Infirmières. Des soins infirmiers. Donc voilà, j'espère que nous avons répondu à la question. Oui, qui relève du maintien à domicile, du MAD. Du maintien à domicile, tandis qu'en HAD, les patients relèvent d'une hospitalisation. Et qui dit hospitalisation dit date d'entrée. Alors chez nous, nous avons l'entrée, des évaluations à l'entrée, des évaluations hebdomadaires au minimum, avec un staff chaque semaine. Tous les vendredis, il y a un staff où tous les patients sont vus en équipe pluridisciplinaire et on va décider si la prise en charge en HAD continue. Et si elle continue, eh bien, on repart sur une semaine. Et si elle s'arrête, à ce moment-là, eh bien, on organise le relais, soit avec le SIAD, soit avec l'infirmière libérale qui va continuer toute seule avec le kiné, soit quelqu'un qui repart dans la vie active parce que son problème est résolu et repart normalement. Et on a une semaine à partir du moment où on a décidé la sortie du patient pour organiser la sortie. Bien sûr, pour entrer en HAD, il y a d'abord un entretien de préadmission qui dure 2 heures pour comprendre les problématiques de la famille et tout. Mais pour la sortie, eh bien, on organise aussi la sortie de telle sorte que ça ne soit pas brutal. Voilà. Alors, quel type? Alors, on a vu des pathologies lourdes qui demandent un appareillage et des outils techniques assez sophistiqués. Vous avez ça à l'HAD ou alors comment vous intervenez par exemple dans le cas de personnes nécessitant une surveillance médicale totale? Comment vous faites? Vous disposez de telles machines? Alors la chance de l'HAD, c'est de pouvoir être multipartenaire. Donc effectivement, nous avons à l'HAD un département pharmacie et un département logistique. À la tête de ces 2 départements, nous avons un pharmacien à plein temps qui va travailler avec l'équipe interne de son service, de son département, et les différents prestataires de matériel médical et de fluides médicaux de la Martinique. Donc, les prestataires de matériel médical ont un panel d'outils, tous les plus sophistiqués les uns que les autres, très innovants, qu'ils nous mettent à disposition en location. Et ils assurent la maintenance, que ce soit de nuit ou de jour. Nous avons un appareil qui pose un problème, nous avons un numéro d'astreinte et un technicien viendra voir ce qui se passe, changer l'appareil, faire le nécessaire. Nous avons besoin d'oxygène à 1 h du matin, numéro d'astreinte, l'oxygène est installé, le débit, tout ce qu'il faut. Donc c'est vrai que nous avons énormément de chance en Martinique d'avoir autour du maintien à domicile, de l'hospitalisation à domicile et je dirais même des établissements traditionnels fermés, des professionnels qui sont spécialisés dans leur secteur
et qui offre un service extraordinaire et extrêmement pointu. D'accord, donc effectivement, quelle que soit la pathologie, vous êtes à même de la traiter. Et vous pouvez même, bon, certains hôpitaux ont des services, malheureusement, il faut en parler, de fin de vie. Vous faites également un accompagnement pour la fin de vie lorsque les pathologies arrivent au bout, malheureusement. Donc, vous avez effectivement la possibilité de faire cet accompagnement. L'activité de l'HAD est essentiellement une activité qui est autour de la personne âgée, du fait de la démographie de la Martinique. Donc, plus de 80% de nos patients sont âgés et la plupart sont dans des phases de pathologie très lourdes. Et de temps en temps, nous en avons qui arrivent à la fin de vie, soit qui entament le processus depuis le domicile, ou bien qui sont dans des services hospitaliers et eux-mêmes, leur famille, demandent que leur jour se termine à la maison, au milieu des siens, au milieu des leurs, de leur entourage. Et c'est là que nos psychologues interviennent, nos équipes d'aides-soignants qui vont faire des soins de nursing aussi souvent que nécessaire en fonction de la planification des soins qui sera élaborée par la directrice des soins et son équipe, et toute la partie douleur avec le soutien des réseaux de santé. Nous avons aussi des réseaux de santé en Martinique, comme le réseau de soins palliatifs. Vous avez le réseau cancérologie, le réseau périnatalité, handicap, enfin tous ces réseaux-là qui ont respirent, notamment pour les patients en insuffisance respiratoire sous machine, qui ont en leur sein des spécialistes de leurs questions et qui viennent apporter donc à l'ensemble des soignants, qu'ils soient salariés ou libéraux, aux médecins, notamment le médecin libéral, le médecin traitant, ou le médecin hospitalier, les médecins de l'HAD, leur expertise et des propositions de protocole pour suivre le patient. Maintenant, quand la fin de vie devient trop lourde pour le domicile, parce que le domicile peut avoir aussi ses limites, des limites techniques liées à l'environnement, l'habitat qui n'est pas approprié, ou à la famille qui ne supporte pas, ça aussi il ne faut pas non plus le négliger. Quand on s'aperçoit qu'une famille est beaucoup trop fragile psychologiquement pour assumer cette fin de vie, eh bien à ce moment-là, on s'arrange aussi avec les équipes de soins palliatifs du CHU de la MENA qui sont extrêmement ouverts et accompagnants et qui vont réserver un lit dans un service pour avoir un accompagnement digne. Et pour permettre effectivement à la famille de souffler, d'appréhender la situation avec un peu plus de recul. Voilà, il y a aussi l'hôpital de Saint-Esprit, il y a un certain nombre de services dans plusieurs hôpitaux qui savent très bien s'occuper de patients en fin de vie en soins palliatifs quand ce n'est plus possible à domicile. Pour plusieurs raisons. Voilà. Très bien. Alors donc on voit qu'au-delà de la simple entre guillemets hospitalisation et du caractère de soins apportés aux différents malades, vous avez également dans votre équipe extra-pluridisciplinaire, on a envie de dire, des personnes qui peuvent qui interviennent auprès de la famille du patient. C'est-à-dire que c'est vraiment une prise en charge très globale et qui concerne tout l'entourage, le patient, mais également l'entourage. Alors, quels sont, donc on imagine bien que comme dans le cadre d'une hospitalisation, la prise en charge financière se fait par le biais de l'assurance maladie. Donc, qui se charge de toutes les formalités? C'est comme à l'hôpital où c'est les gens eux-mêmes qui doivent s'occuper, se préoccuper de ça. Alors, lorsque nous avons une demande d'HAD, peu importe l'origine, nous avons donc cet entretien de 2 heures qui peut se faire soit au sein de l'HAD, soit au chevet du patient à domicile ou à l'hôpital. Et là, il y a une procédure qui est respectée en termes d'admission avec des papiers que nous demandons, comme l'attestation de sécurité sociale, la mutuelle, la carte d'identité, le justificatif d'adresse de soins, et puis d'autres papiers que les assistantes sociales peuvent demander pour faire des demandes d'aide exceptionnelle, des demandes d'appât d'urgence, des demandes au niveau de la DPH, enfin
plein de demandes d'aide sociale. Et donc, nous faisons nos soins qui sont codés, la prise en charge est codée par le médecin coordonnateur via un logiciel et ça permet de valoriser la prise en charge et de rémunérer l'établissement pour prendre en charge à la fois les frais structurels, les frais de personnel, ainsi que les frais de matériel, de médicaments, puisque c'est l'HAD qui va régler les factures des professionnels libéraux, des infirmiers, des kinés, des pharmaciens, des laboratoires, des ambulances, sauf le médecin traitant et la radiologie, et qui va offrir aussi aux patients le matériel nécessaire, que ça soit en location ou en achat. Par exemple, les personnes dépendantes, on va leur donner le matériel d'incontinence. Donc, ils auront les couches, les alaises, il y a une quantité prédéfinie par semaine. Donc, tout ça est pris en charge par la sécurité sociale, les caisses d'assurance maladie, les mutuelles. D'accord. Et vous vous occupez de tout, donc effectivement, pour la tranquillité d'esprit des patients qui ont déjà géré leur pathologie et de l'entourage donc qui peuvent se retrouver. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a un établissement qui n'est pas virtuel, qui n'est pas entre des murs, mais entre les murs de sa propre maison, un établissement hospitalier supplémentaire qui peut effectivement, qui ajoute au confort des soins le confort psychologique, puisque le malade, le patient, peut rester chez lui, au sein de sa famille. Voilà. Alors souvent, quand on parle de l'HAD aux familles, quand à l'hôpital, on leur dit, surtout quand ils sont aux urgences, et qu'on leur dit, plutôt que de mettre votre maman dans une chambre dans l'hôpital, il sera mieux qu'elle rentre à domicile avec l'HAD. Alors souvent, on assiste à des familles qui sont prises de panique, parce qu'ils se demandent, mais l'HAD, c'est quoi? À quelle sauce on va être mangé? Et qui ont peur de venir et tout. Donc, cette émission est bien parce que ça nous permet d'expliquer aux familles que c'est dans leur intérêt que les demandes sont faites. Et on ne leur impose rien, on s'adapte à leur situation. Absolument. Et pas plus tard que hier matin, le CHU de Fort-de-France nous a adressé une demande d'HAD pour quelqu'un qui était encore aux urgences. Nous avons reçu 2 enfants de cette famille tout de suite dans l'heure qui suivait à l'HAD. Et nous avons nous-mêmes mis une opposition au retour à domicile parce qu'au vu des éléments que nous avions, il était proscrit que la personne rentre à domicile pour permettre à sa famille de s'organiser et nous avons trouvé une autre solution. Une autre solution, très bien. Donc, ce qui n'empêchera pas éventuellement plus tard elle la reviendra, en mais HAD. ce n'était pas possible là hier. Ah, très bien, donc il y a une évaluation de l'ensemble des paramètres d'une situation. Voilà. Alors malheureusement, cette émission arrive à son terme. J'espère que nous avons été utiles, que nous vous avons été utiles, que vous avez pu récupérer un certain nombre d'interventions. La série sur le maintien à domicile s'achève avec ce dernier volet concernant les soins et les traitements que vous pouvez recevoir à domicile. Je le répète, quel que soit votre âge, quel que soit l'âge de votre entourage et quelle que soit les ou la pathologie en cause, nous vous communiquons donc les coordonnées de l'HAD, les 3S et également du SIAD de la Croix-Rouge à l'antenne. Je ne saurais terminer cette émission sans avoir une pensée. Permettez-moi d'avoir une pensée très personnelle. En ce 19 mars, date de commémoration de la fin de la guerre d'Algérie, une pensée pour une personne qui n'est plus là, mais qui, je pense, aurait participé à cette commémoration. Nous clôturons ce 21e numéro de Mahogany. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, mardi à 11h, même heure, même antenne. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à Madame Babin, merci à Madame Toussaint. Vous pouvez, si vous en avez l'envie, téléphoner donc à chacun de ces services pour avoir de plus amples informations. À très bientôt. Merci.